L'une des plus grosses forces du framework Spring Boot réside dans une notion très simple. Et tous ceux qui ont appris à développer avant Spring Boot seront d'accord pour le dire, il s'agit bien sûr des annotations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons découvrir 10 annotations incontournables pour tout développeur Spring Boot. Nous allons donc voir quand et comment les utiliser avec des exemples concrets et restez bien jusqu'à la fin car je vous ai rajouté quelques annotations en bonus. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu, laissez un petit commentaire, ça permet de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et s'il y a une annotation qui ne figure pas et que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une partie 2. Sans plus tarder, let's go! Pour bien illustrer les différentes annotations, j'ai créé un projet Spring Boot vide. Et on va bien sûr commencer par l'annotation qui est sans doute la plus connue et qui est la plus évidente, qui est Spring Boot Application. Alors, le Spring Boot Application, ce qu'il faut savoir sur cette annotation, c'est qu'en réalité, elle encapsule 3 annotations. Et pour le vérifier, c'est très simple, vous avez juste à aller dans la définition de l'annotation et vous allez voir ici qu'en fait, Spring Boot Application, c'est un alias pour Enable Auto Configuration, pour Component Scan et aussi pour configuration. Et donc en réalité, ces 3 annotations vont nous permettre de faire quoi? Configuration, on le verra un peu plus tard. Le component scan va nous permettre de scanner tous les packages que vous allez avoir dans votre application, va permettre de scanner tous les packages qui existent, et donc pour déterminer quels sont les composants qui ont été définis. Ça veut dire tous ceux qui doivent être chargés par le contexte Spring. Le Enable Auto Configuration, comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'activer la configuration automatique des bins. Donc peu importe ce que vous allez inclure comme dépendance, ça peut être Spring Security, ça peut être d'autres dépendances qui vont utiliser la configuration. Donc en réalité, lorsqu'on va annoter une classe avec Spring Boot Application, on va indiquer qu'on veut charger ces 3 annotations là. À l'intérieur, il va toujours nous falloir une méthode main et donc ici on va utiliser le Spring Application pour faire le run en spécifiant notre classe. Maintenant, on va passer à une autre annotation. On a parlé tout à l'heure de component, on a parlé de composants qui vont être chargés dans le contexte Spring. Alors l'annotation component, elle va tout simplement marquer une classe comme un bin qui va être géré par le contexte Spring. Ça veut dire en réalité, on va définir des objets qui pourront être utilisés dans le contexte Spring pour faire de l'injection de dépendance par exemple, et on va voir exactement comment ça fonctionne sur une classe bien spécifique. Ici, admettons, on va créer une nouvelle classe ici, je vais l'appeler MyUtility, une classe utilitaire, donc MyUtility, et donc cette classe utilitaire, je vais juste la noter avec component. Ce que je vais faire, ça va être de venir ici faire une méthode dedans, par exemple, que je vais appeler ici public, on va l'appeler doSomething. Et dans ce doSomething, ce qu'on va faire, c'est tout simplement retourner ici une chaîne de caractères quand on va dire doSomething. On va mettre ici doSomething, et on va mettre ici la classe dans laquelle ça se passe, on va dire in myUtility class. Donc lorsque je fais ça, ça me permet de dire à Spring que cette classe, je voudrais qu'elle soit chargée dans ton contexte pour pouvoir y accéder à travers d'autres classes par exemple. Maintenant, pour pouvoir utiliser le myUtility dans une autre classe par exemple, on va créer une nouvelle classe ici qu'on va appeler myComponent. Ici, je vais faire une nouvelle Java class et je vais l'appeler myComponent. Le myComponent ici, ça va être pareil un composant, donc je vais mettre ici en component. Et donc dans le myComponent, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter mon myUtility pour pouvoir l'utiliser dans le myComponent. Ici, pour faire ça, je vais utiliser une notation qui est le AutoWire. Le AutoWire, c'est la méthode par laquelle on va injecter une classe qui est déjà chargée dans le contexte Spring dans une autre classe. Donc pour ça, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir ici, on va mettre AutoWire, et donc ici, on va mettre en private, ici, myUtility, utility. Et donc, avec le AutoWire, ça va nous permettre de faire l'injection de dépendance. Ensuite, on pourra directement utiliser, du coup, notre objet utility qui a été créé en faisant une méthode qu'on va appeler doSomething, cette fois-ci dans la classe myComponent qui va utiliser le utility doSomething qu'on a défini. Donc, ça veut dire qu'on pourra appeler cette méthode. Là, on a juste fait de l'injection de dépendance. On a ajouté notre classe myUtility dans notre composant. Ça fait en sorte qu'on a injecté cette dépendance-là. Et donc, finalement, ici, on peut utiliser le utility. Mais on va regarder ça un peu plus en détail parce que si vous regardez ici, IntelliJ, il va être capable de nous dire en fait que AutoWire, ce n'est plus très utilisé. Donc ça veut dire ici, il va nous dire que c'est préférable de faire de l'injection par constructeur. Tout simplement parce que AutoWire est déprécié. Ici, on va mettre en private final. D'accord? Et donc ça va nous forcer à définir un constructeur. Et donc ici, on aura juste à mettre notre constructeur ici. Et donc ça va nous permettre de faire notre injection de dépendance à partir de notre constructeur. Et donc nous, si on veut vérifier si ça a fonctionné correctement, ici ce que je peux faire, c'est faire un soute lors de la création pour qu'on puisse voir une trace et vérifier que ça fonctionne correctement. Je peux par exemple faire ce petit message qui me dit myComponentConstructor call. Donc ça veut dire que chaque fois que je vais démarrer mon application, Spring va créer cette classe myComponent directement. Et pour vérifier ça, on peut juste démarrer ici notre application et on va se rendre compte en réalité ici qu'on va bien avoir le myComponentConstructor called. On peut également
finalement vérifier que notre injection de dépendance a bien fonctionné. Ça veut dire qu'ici, on sait que le myUtility, il renvoie ce message. Ce qu'on peut se dire, c'est que ici, on va rajouter un suit. Et cette fois-ci, on va mettre utility do something. Donc, si on fait ça et qu'on redémarre notre application ici, on va bien voir ici qu'il y a le myComponentConstructor called. Et ensuite, ici, on a le do something in myUtility class qui est appelé. Ça veut dire qu'on a injecté notre utility et on est capable d'utiliser les différentes méthodes publiques qui sont définies sur myUtility. Donc, ça, c'est pour la notation component et pour AutoWire qui est aujourd'hui déprécié, mais c'est important de voir un petit peu d'où on vient avec l'injection de dépendance pour finalement arriver à l'injection par constructeur. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a créé un composant, on peut l'injecter directement dans d'autres services, dans d'autres composants. Généralement, c'est ce qu'on fait avec les services et les repositories. Donc, on va enchaîner ici avec des notations un peu plus pour le web, donc pour les API. Et on va démarrer avec le REST controller. Pour ça, on va voir ce que fait un REST controller. Donc, ici, on va créer du coup une nouvelle classe qu'on va appeler myController. Et donc, myController ici, on va la noter avec REST controller. Alors, le REST controller, c'est une annotation qui aussi va regrouper d'autres annotations. En gros, ici, quand on dit REST controller, on va inclure le contrôleur et aussi le response body. Donc, un contrôleur, c'est au sens du MVC, le modèle MVC, modèle vue contrôleur, et le contrôleur va gérer finalement tous les points d'entrée qu'on va avoir sur notre application. Donc, c'est à ça que ça sert un contrôleur. Un REST contrôleur va être beaucoup plus spécifique sur les contrôleurs, sur les API. Donc, un REST contrôleur va nous permettre du coup de définir des contrôleurs d'API parce qu'on va avoir à retourner des informations pour l'utilisateur. Généralement, ça va être du JSON ou du XML, ça dépend de comment c'est fait. Mais si vous regardez ici, vous allez voir qu'on va avoir notre contrôleur et notre response body. Donc ici, lorsque j'annote en REST controller, ça va faire en sorte que je suis en train de créer une API et donc cette API, je vais pouvoir l'exposer avec une autre annotation qui va être le request mapping. Alors le request mapping, ça va me permettre, comme son nom l'indique, de mapper une requête. Par exemple, sur notre contrôleur ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un request mapping. Et notre request mapping, on va dire ici, c'est une API. Donc on va prendre ici slash, on va mettre API. Donc là, ça va permettre de dire que lorsque je vais démarrer mon application, si je hit le localhost avec le port de mon application et que je fais slash API, c'est ce contrôleur qui va exécuter les différentes méthodes qui vont correspondre au verbe HTTP que je vais choisir. Le REST controller permet de dire que c'est un contrôleur REST pour des API REST et le request mapping me permet de définir un chemin sur lequel du coup je vais atterrir lorsque je vais taper sur mon adresse locale. Donc si je ne mets rien par défaut, ça va être sur le slash, mais si je fais une API, généralement ce qu'on va faire ici, c'est un slash API et parfois on va mettre même la version de l'API pour pouvoir justement versionner notre API. Donc ce qui fait ici en sorte qu'on a parlé de get et de post dans les verbes HTTP, qui fait ici que sur notre contrôleur, si on veut maintenant proposer un get, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire get mapping. Notre get mapping va être ici, on va mettre avec un hello par exemple. Ça veut dire que si je fais localhost API v1 hello, je dois retourner sur hello world. Et pareil, si je fais un post mapping, il faudrait que je définisse ce que je vais faire avec le post. Et pareil, je peux faire ici un return de hello world, je vais mettre ici for post. À savoir que si je mets juste le vide ici, comme ça va me permettre de mapper directement ici API v1. Et pareil ici pour le post. Si j'enlève ici, ça va me permettre de mapper API v1. Si vous voulez que tous vos appels dans votre contrôleur mappent une certaine ressource, ça veut dire par exemple ici, je peux appeler ça hello. Ça va faire en sorte que ce contrôleur, de manière spécifique, il va mapper toutes les requêtes qui seront API v1 hello. Comme ça, là-dedans, j'ai pas besoin de mettre hello à chaque fois. Je mets juste get mapping et post mapping et il saura directement mapper les requêtes en fonction de ce que je veux faire. Maintenant, on va enchaîner avec la notation service. Alors, la notation service, généralement, elle est faite lorsqu'on va avoir de la logique métier. Lorsqu'il va y avoir de la logique métier, du traitement qui va être fait sur des informations, sur des données, on va définir ce qu'on appelle des services au sens de Spring. Donc, la notation service, c'est une sous-annotation de composants qui permettent de dire explicitement que cette classe ne va servir que pour la logique métier. Donc, par exemple, ici, je vais créer ici une classe qu'on va appeler, par exemple, myService. Et donc, dans le myService, ici, j'aurai juste à noter ici avec un service. Donc, c'est pareil, si vous regardez ici directement sur la notation, vous allez voir ici que c'est aussi un composant. C'est juste une déclinaison qui permet de dire que là, je vais avoir de la logique métier. C'est exactement la même chose sur les repositories. Donc ici, pour faire un exemple, on va juste faire un repository. Donc ici, si on a notre Java class, généralement, c'est des interfaces parce que ça va étendre le JPA repository. Donc ici, je vais prendre je vais mettre my repository. Et donc ici, je vais pouvoir annoter avec repository. Alors, à noter que cette annotation n'est pas obligatoire. Vous allez vous rendre compte, peut-être souvent, lorsque vous développez, que lorsque vous créez un repository ou alors sur du code que vous
vous avez vu, il n'y a peut-être pas explicitement la notation repository, c'est parce que généralement c'est dans un seul package, ça veut dire lorsque vous avez un projet avec un seul module, Spring va réussir à détecter que c'est un repository avec juste l'extension que vous faites à JPA repository, il va pouvoir l'injecter directement dans le contexte pour pouvoir l'avoir. Dans repository, c'est pareil, c'est une sous-notation de component, vous allez voir ici que c'était un composant de base, c'est juste utilisé pour définir en fait que c'est une couche qui va accéder à la base de données, donc c'est un repository, et c'est là donc qu'on va lister toutes les différentes méthodes ou alors toutes les requêtes qu'on va faire sur notre base de données. Généralement dans la structure d'un projet, c'est un peu de cette façon que c'est fait. Maintenant qu'on est familier avec toutes ces notations qui ont proprement trait au web, on va passer à la notation configuration qui va nous permettre du coup de lister un ensemble de bins, donc ça veut dire des fonctions qui doivent être exécutées au démarrage de notre application. Et donc pour ça ici on va faire un exemple très simple. Donc ici on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler myConfig et donc on va la noter ici avec configuration. La configuration, lorsque j'annote ma classe avec configuration, c'est pour dire que je vais lister un ensemble de bins, généralement c'est à ça que ça sert. On va créer des bins. Les bins ça va être des méthodes qui peuvent s'exécuter. Donc ça veut dire par exemple ici, si je vais créer un nouvel objet service dans mon contexte Spring, ce que je peux faire ici c'est annoter en bin, après faire un public et donc ici dire que je voudrais récupérer du coup le service. Donc je vais faire ici my service, ok. Et donc dans le my service ici, ce que je fais c'est faire un return de new my service. En gros ça veut dire que si mon service ici je ne l'ai pas annoté en service et que j'ai besoin du service dans mon contexte Spring, ce que je peux faire c'est dire dans ma configuration ici, je voudrais créer un my service. Donc je voudrais créer un service dans le contexte de Spring. Ça fait en sorte que ça fonctionnera un petit peu comme si j'avais créé mon bin avec la notation service. Et c'est pareil ici, on peut faire un test en mettant un suit ici et on va dire ici myconfig service is called. Et si je redémarre mon application ici, hop, je regarde, je vais voir ici que myconfig, myservice est appelé. Donc ça, cette annotation, elle vient un peu remplacer pour ceux qui ont connu Spring avant Spring Boot, où on faisait des configurations dans le fichier XML. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on définit des bins. On définit directement les bins ici en créant du coup des méthodes. On va gérer les bins, ou on peut créer de nouveaux bins, ou alors définir un ensemble de configurations, par exemple que ce soit sur Hibernate ou bien sur Spring Security. Et si la notion de bin est pas toujours très claire, je vais revenir un petit peu dessus. Alors un bin, c'est tout simplement un moyen de dire à Spring, voici un objet qu'on voudrait que tu rajoutes à ton contexte. Comme ça, on pourra l'utiliser plus tard. Donc en réalité, c'est ce que j'ai fait ici avec le myService. En enlevant du coup la notation service, ça permet de dire en sorte que en fait, je voudrais qu'il y ait un objet myService dans le contexte de sorte que je puisse l'utiliser plus tard. Donc c'est en réalité à ça que va servir les bins. Les bins, vous pouvez en créer plusieurs comme vous voulez. Le but, c'est vraiment d'enregistrer ou de dire au contexte Spring, j'ai besoin de cet objet, j'ai besoin de cet objet pour pouvoir les utiliser plus tard. On va enchaîner avec quelques annotations sur les bases de données, dont transactional. Transactional, c'est une très bonne annotation qu'il est important de connaître parce qu'elle permet d'initier une transaction entre l'application et la base de données. Une transaction va vous permettre en réalité d'effectuer des opérations, mais surtout est hyper importante pour faire un rollback. Ça veut dire que si vous essayez de faire une opération et que l'opération ne se passe pas correctement, la transaction en la lotant avec transactional, ça va vous permettre de faire un rollback. On va voir un exemple très simple pour que ça vous parle un peu plus. Donc pour voir ça, on va revenir dans le myService. Donc admettons ici que dans le myService, on a une fonction qui doit par exemple enregistrer un utilisateur. Donc ici, je vais faire un private, ici je vais faire un public, ok, void, que je vais appeler save user. Dans notre save user ici, ça doit prendre bien sûr un objet user. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut par exemple sauvegarder un utilisateur. Donc ici, ce que je vais mettre là, c'est tout simplement ici user saved. Donc, admettons que cet utilisateur, il va avoir des branchements avec plusieurs autres classes, donc où il va y avoir des informations qui sont obligatoires. Et donc moi, je veux dire par exemple que si il y a un souci lors de l'enregistrement, j'aimerais pouvoir revenir du coup à l'étape d'avant. Donc l'annotation transactional va nous permettre du coup de faire un rollback dans le cas où il n'a pas réussi à faire l'enregistrement total pour éviter d'affecter un certain nombre de lignes dans la base de données et ne faire l'opération que si on a toutes les informations. C'est soit l'opération a marché totalement, si elle n'a pas marché totalement, bah du coup on fait un rollback. Et en fait le transactional ici je ne l'ai pas parce que je n'ai pas inclus JPA. Donc il suffit juste de revenir ici dans mon POM et donc de rajouter ici un data JPA. Donc si je reviens ici, je pourrais importer bien sûr mon transactional qui est dans Jakarta. Donc avec transactional, c'est lorsque j'initie une requête vers la base de données. Cette requête, si elle n'arrive pas à être faite correctement, généralement c'est le cas pour des requêtes qui sont hyper longues ou qui vont affecter plusieurs tables. Lorsqu'on a ce genre de requête, il est toujours préférable de mettre transactional sur le service qui effectue cette opération pour initier une transaction et ne réaliser l'opération que si tout se passe correctement. Et dans le cas où il va y avoir un problème ou une erreur, on fait un rollback, comme ça on supprime les changements qu'on a fait sur les autres tables et comme ça les données restent consistantes. Pour rester sur la data, on va avoir une notation que normalement tout le monde devrait connaître, c'est entity. Entity qui permet de définir une entité. Donc ici par exemple, on va prendre ici une nouvelle classe qu'on va appeler ici myEntity, comme ça. Et donc en réalité ici, on a juste à noter avec ici entity. Et donc
donc ici, lorsqu'on dit MyEntity, vous voyez déjà qu'il y a le petit logo ici qui nous dit que c'est un élément de base de données. Et donc le entity ici permet de dire que c'est une entité. Et vu que c'est une entité que moi je fais et que je fais de la base de données, il va me dire ici qu'il faudrait absolument qu'il y ait une clé primaire. Si je peux juste faire le add ID attribute. Donc les entités nous permettent de mapper des tables de notre base de données en objet Java finalement qu'on va utiliser dans notre application. Donc maintenant on va venir sur quelques bonus, à savoir quelques essentiels aussi lorsqu'on arrive un peu à un certain niveau sur du Spring qu'il faut connaître. On va maintenant parler de la notation value. Alors la notation value va nous permettre de charger une propriété qu'on aura définie dans notre application properties. Donc je vais venir dans mon application properties ici, admettons, et donc dans notre application properties ici, on peut récupérer une information, peu importe laquelle c'est parmi toutes celles-là. Donc ici par exemple, on peut vouloir afficher ici le Spring Application Name dans notre composant ou bien dans notre application Java. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser la notation value pour injecter cette valeur, la lire ici dans notre fichier de propriété et pouvoir du coup l'utiliser dans une variable, dans une chaîne de caractères. Donc pour faire ça ici, je vais venir dans mon myUtility. Dans le myUtility ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon @value et donc dans le value ici, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre un $. Le dollar va me permettre de dire je veux récupérer une valeur qui est dans mon fichier de properties. Et donc ici, moi je vais prendre Spring, vous voyez directement qu'il va me proposer les différentes clés qu'il va retrouver et je vais prendre Spring Application Name. Il me propose même également les valeurs. Donc ici, si moi je prends Spring Application Name et que je viens ici, je vais faire un private string app name pour le nom de mon application. Et donc, méthode utilitaire, ici je vais créer un public string get app name. Et donc ici je vais juste faire un return de mon app name. Et donc si je veux afficher ça, si on veut faire un test pour voir si ça fonctionne, je viens ici dans mon app component et ici je fais un saut et là-dedans je mets app name et donc je fais ici app name égale à get utility app name. Alors je n'ai pas besoin de ça à la fin. Si je démarre mon application, je vais voir ici que dans mon application ici, si je veux bien voir ici mon app name c'est annotation. Annotation qui correspond à ce que je vais avoir ici dans mon application properties. Donc on va passer à la dernière notation et pas des moindres, celle qui est souvent méconnue. C'est le qualifier. Donc pour voir comment ça marche ici, on va créer du coup une nouvelle interface qui va lister une méthode. Donc ici vous allez voir directement où est-ce que je vais partir avec ça. On va appeler ça name service pour récupérer le nom de l'application, un peu avec l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc ce name service, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une méthode qui va retourner une chaîne de caractères qu'on va faire get name. Et donc ce get name ici, on va définir deux autres classes qui vont implémenter ce name service. Donc ici je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler Spring Application Name Service IMPL. Et donc ici, je vais implémenter mon name service. Pour le name service ici, je vais prendre exactement la logique qu'on avait définie ici. Donc je vais prendre ma value ici de Spring Application Name. Et donc ici, je vais venir implémenter hop, ça ici. Déjà, je vais implémenter la méthode, ok, getName. Et donc ici, je vais retourner le nom qui sera du coup défini avec le Spring Application Name. Donc du coup ici, moi j'aurais juste à retourner appName. Maintenant ici, on va implémenter, on va faire un autre service. Du moins là, c'est le nom Spring, donc ça veut dire c'est ce qui est défini avec Spring Name. Ici, je vais créer une autre variable, donc je vais mettre myApp et je vais mettre .name. Et donc ici, je vais appeler ça myAnnotationApp. Et moi, je vais créer un service qui va retourner ce nom à la place. Donc ici, je vais créer une classe et donc je vais mettre myAppName service IMPL. Et donc là, c'est pareil, il va implémenter le name service, ok? Donc ici, je vais commencer par implémenter les méthodes. Je prends le getName ici, et donc cette fois-ci, prendre le value tel que je l'avais à la place de application name. Ça va être de mettre mon myAppName, comme ça, il va me retourner ce nom-là, et c'est ce que je vais retourner ici dans appName. Donc maintenant, pour tester ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ici, on a deux services différents qui vont implémenter la même interface. Donc si on veut faire de l'injection de dépendance, Spring ne saura pas exactement quelle implémentation charger. Mais pour que ça puisse fonctionner, déjà, il faudrait qu'on annote ici en service, comme ça, et aussi également ici en service, comme ça. Donc du coup, si on veut tester ça, par exemple, admettons on a ces deux implémentations là, et qu'ici on revient, on va faire un private final et on va mettre ici notre name service. Donc ici on va ajouter le paramètre au constructeur. Là, si je survole ici, je vais voir qu'il va dire qu'il peut pas faire l'injection de dépendance parce qu'il y a plus d'un bin avec le name service, de name service. Donc il me propose d'utiliser un qualifier. Et donc pour pouvoir utiliser un qualifier, il va me falloir définir justement un qualifier au-dessus déjà en disant ce composant en particulier, il va avoir ce nom. Donc ça, je pourrais l'utiliser dans le qualifier. Donc ici, je vais venir dans mon service et il va me falloir mettre un nom. Donc ici, je vais prendre tout simplement Spring Name et je vais revenir ici dans le myApp et pareil, je vais mettre ici myAppName. Ce qui fait que lorsque je reviens ici dans mon composant, je peux utiliser le qualifier. Donc je peux utiliser ce qu'il me propose ici. Je rajoute mon qualifier et cette fois-ci, il va directement trouver les deux. Ça veut dire, il va me proposer myAppName ou Spring Name. Et donc moi, je vais prendre Spring Name par exemple ici. Et cette fois-ci, à la place de mettre le utility.getAppName, ce que je vais faire ici, c'est mon name service et je vais faire
ici.getName. Ça fait en sorte que si je démarre mon application à nouveau ici, je vais voir ici qu'il va directement me trouver le bon app name. Si je veux changer ici et que je vais mettre le my app name, si je redémarre mon application ici, là je vais bien avoir le my annotation app. Donc voilà un peu comment fonctionne le qualifier. Le qualifier permet de définir du coup lorsque vous avez plusieurs implémentations, quelle implémentation choisir. Donc voilà un peu quelques annotations qu'il est important de connaître et surtout de maîtriser lorsqu'on manipule Spring Boot. Il y en a d'autres qui sont un peu plus avancées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'annotation que vous n'arrivez pas à comprendre. Comme ça, je ferai une partie 2 de ce tutoriel où on pourra voir d'autres annotations avec des exemples directement clairs pour vous permettre du coup de mieux comprendre ces annotations-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'endroit où vous êtes et je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel.